Aujourd'hui, nous avons comme invité l'auteur de jeu Corentin Lebras, qui œuvre dans le monde du jeu de société depuis plus d'une dizaine d'années, qui est auteur de Trek 12, Path of the Rus, Far Away et de plein d'autres jeux. Si tu pouvais du coup nous parler un petit peu de comment tu imagines ton métier d'autorat et comment tu fais aussi la différence entre ce que le public attend et ce que toi tu crées. Des fois, c'est en inadéquation en fait. Malheureusement, il y a des fois où ce que nous, on aurait envie de faire, ce qu'on a envie de proposer, ce qu'on a envie de montrer, c'est pas forcément dans l'air du temps. Et c'est pas autant pour ça qu'on est des vieux cons, mais c'est juste qu'il faut réussir à s'adapter et à se dire là, les gens ont plus envie de trucs plus immédiats. Qu'est-ce que je peux proposer qui me va à moi et qui va aussi dans le sens de ce que les gens veulent à peu près. Parce que malgré tout, c'est un métier artistique et donc du coup, on s'exprime aussi par nos créations, mais il faut aussi qu'on en vive, donc il faut aussi que les jeux se vendent d'une manière ou d'une autre pour qu'ils nous rapportent de l'argent et qu'on puisse continuer à faire des jeux, ce qu'on aime faire. Et allier tout ça, c'est pas évident. C'est compliqué. Ouais. Et du coup, c'est-à-dire, quand toi tu crées, est-ce que tu te dis systématiquement ok, j'ai ce produit que je vais créer, cette œuvre, mais est-ce que tu réfléchis aussi à cette œuvre doit être un produit et du coup des fois tu te mets, je vais pas dire des barrières, mais tu réfléchis à une direction plutôt qu'une autre en pensant ce jeu aussi en tant que produit ou pas du tout vraiment Ouais, si, moi oui. Sûrement pas. Il y a sûrement plein d'auteurs qui font pas ça. Moi, c'est inconscient. Je le fais en fait parce que peut-être dû à mon entourage, les gens avec qui j'ai commencé à créer, etc. Puis ensuite la proximité avec les éditeurs où on a en tête les problématiques qu'un éditeur peut avoir sur la production, sur les coûts de fabrication, etc., etc. Et comme on a envie que nos jeux, d'une manière ou d'une autre, arrivent dans les mains des joueurs, c'est ça le but au final, il faut qu'ils puissent être produits et ensuite qu'ils puissent être vendus à un prix que les gens sont prêts à mettre parce que effectivement, on pourrait, et ça s'entend aussi, mais c'est pas moi, c'est pas mon propos, mais on pourrait faire un jeu absolument fou qui exprime des choses hyper profondes, même si c'est une vraie discussion, mais sur les jeux de société, je suis pas sûr qu'on puisse faire autant que sur un jeu vidéo, sur un film, mais voilà, exprimer quelque chose de très profond avec plein de matériel, des cartes à foison, une narration un peu folle dans une toute petite boîte parce que on aurait envie que ça soit aussi minimaliste et tout, et voilà, ça ferait une petite boîte qui coûterait 200€, il achèterait. Si personne l'achète, il y aura sûrement du monde, mais ça sera très petit. Est-ce que ton message est passé? C'est un peu différent d'une peinture qui, là, est très artistique, puisque les gens viennent, se déplacent dans des vernissages où peuvent la voir sur Internet, etc. C'est visuel, c'est immédiat. Passer le pas de l'acheter, là il y a beaucoup de monde qui ne le font pas, mais on peut parler d'une œuvre comme une peinture très facilement puisqu'elle est accessible très facilement. Parler d'un jeu sans avoir joué et sans avoir éprouvé sa mécanique, c'est plus compliqué. On a tendance à pas donner notre avis sur un jeu sur lequel on n'a pas joué, même si plein de gens le font, je le fais aussi, mais voilà, c'est plutôt mal vu ça, donc on a l'obligation un petit peu d'y jouer pour savoir de quoi il en retourne, et donc il faut qu'il soit assez accessible aux gens pour qu'ils puissent se faire un avis en fait. Oui, c'est sûr, et puis comme tu disais pour la peinture, on va dire souvent les œuvres elles sont numérotées, il en existe peut-être 3, 4, peut-être un jour il y a quelqu'un qui fera ça pourrait être une idée un peu folle de dire je fais 10 jeux et il y aura que 10 boîtes comme ça et pas une de plus, mais je trouve que du coup le jeu doit être quand même transmis, on va dire, c'est quand même l'intérêt du jeu, c'est pas pour être vu, c'est pour être utilisé. Oui, c'est pour ça, c'est vraiment assez différent. Je le comparerais plus, même si là aussi il y a des limites, mais au livre en fait. C'est-à-dire un livre tout seul, c'est artistique. L'écrivain a écrit quelque chose qui lui est propre, par lequel il voulait exprimer des choses et tout. Mais en fait, si le livre, tu fais que le regarder et tu l'achètes jamais, tu passes jamais le pas en tant qu'acheteur de l'acheter, tu sauras pas ce que l'œuvre voulait dire, quoi. Et un jeu, c'est un peu pareil. C'est si tu vois la boîte, qu'on t'explique à quoi ça a l'air de ressembler,
bah, tu n'auras pas l'âme profonde du truc. Donc, il faut qu'on passe malgré tout cette barrière de l'achat. Et passer cette barrière de l'achat, même si c'est des fois un peu des gros mots, bah, il faut penser un peu produit. Alors, c'est l'éditeur qui le fait. Hein. Moi, je me mets pas d'énormes barrières, mais effectivement, je vais pas mettre un dé en mousse de 1 mètre par 1 mètre dans ma boîte en me disant « Ouais, là, la mécanique, vraiment, il faut un gros dé en mousse comme ça. » Parce que je vais essayer de trouver une autre façon de dire la même chose, mais avec un matériel accessible. C'est rigolo de travailler aussi sous la contrainte. En fait. Mais par exemple, tu te dis pas, tu fais ton jeu où tu dis tu as besoin de tuiles et de pions, je dis n'importe quoi, et finalement tu dis bon, les pions peut-être c'est too much, où il n'y en a pas forcément besoin pour ma mécanique. Est-ce que des fois tu te dis bon, je les enlève parce qu'en vrai il n'y a pas une grosse utilité dans mon jeu, et ça sera peut-être plus facile à éditer, ou tu laisses cette part pour l'éditeur. Alors, c'est le travail de l'éditeur, quoi. Oui, ça peut m'arriver, mais pour une autre raison. C'est que moi j'aime beaucoup, je suis très attaché à l'épure dans les jeux. J'ai commencé à bosser mes premiers jeux avec Antoine Boza, qui est très aussi attaché à ça, et du coup j'ai un peu pris ça de lui, quoi. Et j'aime pas quand il y a le strict minimum, mais quand on peut exprimer la même chose avec le moins de choses possible. Des jeux comme The Mine, comme Love Letter et tout, je suis hyper admiratif parce que c'est des choses qui te... Alors après, on aime The Mine ou pas, je sais qu'il est un peu clivant, moi j'aime beaucoup, mais c'est des choses qui te font ressentir des trucs autour d'une table avec très 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 peu de matériel. Et les choses que j'ai ressenties dans les Love Letter ou dans les The Mine, ça dépasse des énormes jeux avec plein de jetons partout. Hein. J'aime bien aussi des fois, mais ça dépasse ça transcende vraiment le truc. Et donc, du coup, j'essaye, moi, d'atteindre un peu ce truc-là, de me dire, pour exprimer la même chose, est-ce que je pourrais pas enlever les jetons et faire en sorte de réutiliser le verso des cartes, ou enfin, voilà, essayer de retrouver une façon. Et si c'est pas possible, c'est pas possible, hein, on laisse le matériel qu'il faut. Je vais pas à l'épure systématiquement, mais en tout cas, j'y réfléchis, et c'est une piste que j'explore à chaque fois. J'ai tendance à faire un proto et ensuite à enlever petit à petit les choses, pas à cause de la production, de ce que ça pourrait coûter, mais plus juste pour un exercice de style. Mécanique, que ça soit très voilà, pour un exercice de style. Si j'ai la même mécanique, que j'ai les mêmes sensations, mais qu'il n'y a pas besoin de manipuler des jetons, ben, les joueurs s'en rendront pas compte parce qu'ils n'auront pas vu la version d'avant, hein, ils auront le jeu de base. Mais moi, je me dis, bah, au moins, ils n'auront pas leur cerveau accaparés, ne serait-ce qu'une seconde, par il faut que je fasse la monnaie sur certains jetons et tout. Ils seront tout dans ce que j'ai voulu faire comme mécanique, puisqu'il n'y aura rien de parasite autour. On essaye d'enlever au maximum les choses parasites. Mais ça, c'est ma façon de travailler, la façon de travailler de certains auteurs, et c'est pas celle d'autres. Hein. Il y a pas de souci. Il y a autant d'auteurs que de jeux, presque, j'ai envie de dire. Oui, clairement, ouais, ça c'est sûr. Et du coup, comment tu es arrivé un peu dans le monde du jeu de société, un jour tu t'es dit tiens, pourquoi pas, je vais faire du jeu de société, ou c'est petit à petit que c'est arrivé avec des rencontres ou avec des essais ou des choses comme ça? Ouais, alors je pense que l'envie, ça infuse un peu, mais j'imagine que le fait que mes parents ou autour de moi, ça jouait beaucoup aux jeux de société quand j'étais gamin, que ce soit du Tabou, Pictionary, Trivial Pursuit, c'est ce qu'il y avait un peu à l'époque. Plus ensuite l'arrivée d'un de mes cousins qui lui est arrivé avec des jeux de société modernes comme les Colons de Catane 2 joueurs, avec les figurines Warhammer Battle, et avec les premiers jeux. En tout cas, les débuts des jeux de Bruno Catala, Bruno Faiduti et tout. Je suis arrivé, j'ai découvert ça alors que je connaissais pas. Et effectivement, ça met une claque quand t'as vu jouer, même si j'adore Pictionary, Tabou et tout, quand t'as vu jouer à ces jeux-là, et que derrière, tu te retrouves avec des jeux modernes qui arrivent avec des mécaniques un peu différentes, des jeux uniquement à 2 joueurs, mais qui sont pas les échecs, etc., etc. Ça te met une petite claque, et si tu es un peu curieux, tu peux avoir envie, hein, c'est pas tout le monde, hein, mais tu peux avoir envie de te dire, mais attends, si on modifie un peu ça, attends, si on fait un peu ça, attends, si je fais carrément mon truc à moi, vas-y, j'essaye. Et le premier truc, il est pourri, le deuxième, il est pourri, le troisième, il est pourri. Puis au bout d'un moment, tu dis, attends, mais là, et tu commences à comprendre des choses à force de jouer à d'autres jeux. Hein. Je préconise tout le temps, je dis tout le temps aux jeunes auteurs, autrices, de jouer au maximum de jeux que vous pouvez pour élargir votre connaissance là-dessus. Hein. Un cinéaste, il s'abreuve de films jour après jour, en fait, pour avoir des idées, pas forcément pompées, hein, c'est plus d'avoir des faire idées, de la veille, quoi. Laisser infuser les choses, ouais, ça. Et donc du coup, j'ai commencé en balbutiant comme ça, et
Et en fait, t'as pas les clés au départ. T'as un jeu, tu sais pas comment l'éditer. Hein. La première question des gens, c'est comment vous faites pour démarcher. Maintenant, c'est de plus en plus simple, mais effectivement, en 2010, je aucune idée de comment je présente mon jeu à un éditeur. Et en fait, on avait la chance à cette époque-là d'avoir Trick Track et le forum qui s'appelait Discutons Création, où les jeunes auteurs, même pas édités ou édités, hein, ceux qui voulaient, pouvaient montrer leur jeu et les gens parlaient, discutaient comme ça. Et des fois, il y avait des éditeurs qui passaient par là. Et moi, c'est pas un éditeur que j'ai ferré en montrant un de mes jeux sur ce forum, mais c'est Antoine Boza qui, à un moment donné, a vu un de mes prototypes et qu'il y en avait un qui ressemblait un petit peu. Et du coup, il m'a envoyé un message parce qu'il s'avérait qu'en plus, il revenait sur Valence, parce qu'il est né à Valence, mais il habitait à Grenoble à cette époque-là. Mais il revenait sur Valence. Et donc, il m'a envoyé un message en disant j'ai un jeu qui ressemble un petit peu au jeu que tu as mis sur le forum. J'habite à Valence en plus. Est-ce que tu voudrais qu'on se rencontre pour discuter de ça, voir si on peut faire quelque chose ensemble? Et t'as dit non, bien sûr. Ma réponse a été immédiatement oui. Et donc, du coup, il est venu chez moi manger un bout et discuter du monde du jeu. Moi, j'y connaissais rien. Donc, tout ce qu'il me disait, ça me paraissait complètement fou. Je trouvais ça trop bien, quoi. Et je pense que c'était un moment où lui, il avait déjà commencé à faire quelques jeux. Il commençait à... Je crois que Seven Wonders sortait juste à ce moment-là, je crois 2010, hein, si je ne m'abuse. Et du coup, il m'a un peu pris sous son aile, je pense. Enfin, on n'en a jamais vraiment trop parlé, mais oui, je pense qu'il a voulu une sorte de passation de trucs en se disant, bah voilà, il faut qu'il y ait des jeunes auteurs. Il y en a un sur Valence, donc on va l'aider et tout. Et puis, on a fait le premier jeu ensemble qui s'appelle Ali, qui est sorti chez Libellude en 2012. Et du coup, moi, j'ai appris à son contact énormément, en fait, parce que pour le coup, il a une connaissance et du milieu, énormément de contacts, et il a une façon d'appréhender le game design qui me plaît beaucoup. Oui, c'est sûr. C'est un peu la conversation que j'avais eue avec lui. Lui disait que c'était aussi pour ça qu'il avait fait la cafetière, pour qu'il y ait, on va dire, une sorte de labo où on peut transmettre un peu ensemble des informations, et aussi on va dire faire une sorte d'équipe pour que ça infuse et qu'on se lève tous vers le haut. Et en fait, je pense que effectivement, pareil, hein, c'est un truc qu'on n'a jamais vraiment verbalisé ensemble, mais ça se sent dans tout ce qu'il entreprend et tout. Tu sens que il adore le jeu de société, c'est un milieu qu'il aime beaucoup et tout, et il veut le faire rayonner d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas quelqu'un qui aime prendre la parole ou qui aime se montrer, donc éventuellement il le fait rayonner en transmettant sa passion à d'autres auteurs, en créant effectivement, là je suis à la cafetière justement, mais en créant un lieu comme la cafetière, qui est le studio, l'atelier qu'il a créé à Valence, où effectivement il y a des auteurs de jeux, on est 6 environ, qui peuvent discuter de jeux toute la journée, jouer à des prototypes, se faire des retours, etc., etc. Donc ça a pas de prix en fait quand t'es jeune auteur et que t'arrives là-dedans. Alors t'as beaucoup à assimiler, hein. Il y a énormément de choses. Il y a des vieux de la vieille qui te disent des choses. Tu t'en prends des fois plein la tronche, mais ça te fait avancer parce que tu trébuches, tu te relèves et t'y vas, quoi. Et non, je pense que c'est assez agréable. Et ça, c'est une différence avec le livre, on en parlait tout à l'heure, mais le livre, c'est très, la création dans le livre, c'est très personnel, solitaire en fait. Oui. C'est assez rare de voir un livre écrit à 2 auteurs en fait. Ça arrive, mais c'est rare. C'est vrai que c'est hyper rare, mais ça a dû arriver, mais j'en ai pas de. J'ai notamment Good Omens, je crois, c'est Pratchett et Gaiman, je crois. Qui l'ont écrit ensemble, je crois. Et après, sinon, des fois, quand il y a 2 noms, c'est parce qu'il y en a un qui est mort et l'autre qui a réécrit la suite. Mais bon, bref. Mais nous, effectivement, tu vois, moi, l'entièreté de mes jeux, je les ai co-créés, en fait. J'en ai jamais fait un tout seul parce que, déjà, au départ, je suis rentré dans le monde du jeu par des rencontres. Et donc, du coup, forcément, j'ai créé avec des gens qui m'ont amené dans ce jeu-là, dans ce monde-là. Et ensuite, en fait, j'ai trouvé ça trop bien, quoi. Alors, peut-être que j'ai aussi peur de me rater tout seul, mais j'ai pas l'envie de créer un jeu seul, parce que en fait ça m'est déjà arrivé de commencer à créer un jeu, puis au bout d'un moment je dis Ludo, viens regarde ce jeu et tout, ça te dit pas, regarde si on fait ça, est-ce que ça te parlerait? En fait, quand je commence à créer un jeu tout seul, j'ai souvent un co-auteur qui me vient en tête en me disant ça pourrait être cool avec lui ou avec elle, etc. Et je passe toujours par la case co-auteur au bout d'un moment. Ça te permet de rebondir, ça te permet de challenger, j'ai l'impression, en tout cas à peu près avec tous les auteurs à qui j'ai parlé, que d'ailleurs en France c'est un des pays où il y a le plus de
co-auteurs par rapport à d'autres pays. Et j'ai l'impression que ça pousse, on va dire, la création encore plus loin que si on le fait tout seul dans notre coin. Peut-être, du coup, on se challenge moins et puis on est souvent d'accord avec ses idées, normalement. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, il y en a qui te diraient, il y a sûrement des gens qui diraient, bah non, moi, je préfère créer seul, faire mûrir mon idée. J'ai ma vision et j'ai pas envie que quelqu'un me détourne de ça. Mais moi, effectivement, après, je suis quelqu'un aussi qui doute souvent, donc avoir une personne qui soit peut me conforter dans un chemin, soit me dire non, là, c'est de la merde, je pense. Est-ce qu'on testerait pas ça, etc. Que je lui réponde oui ou non, hein, parce que des fois, je suis pas tout le temps d'accord et des fois, ça peut se friter gentiment avec un co-auteur et on peut ne pas être d'accord sur le chemin à suivre sur le jeu. Mais c'est vivant, en fait. T'es pas dans ton coin tout seul à te dire j'y arrive pas ou à croire que tu y arrives et à foncer dans le mur tout seul. T'as tout le temps ce garde-fou d'un co-auteur qui peut te dire ouh là ça va pas, ou ouais là c'est vraiment chouette, il faut qu'on aille dans ce sens-là, etc. Et on peut se tromper à deux, hein. Oui, c'est sûr. Après, je dis souvent en montage, quand je travaille avec mes réalisateurs, en vrai, il n'y a pas une seule réponse à un montage. Il n'y a pas une seule solution. Le même film peut être monté de manière différente. C'est pas qu'il sera moins bien, il sera juste différent et avec une énergie différente. Et il n'y a pas qu'une vérité. Et je pense que dans le jeu aussi, il n'y a pas qu'une vérité, il n'y a pas qu'une façon de voir un game design de jeu. C'est pour ça que des fois on voit plusieurs jeux avec des mécaniques qui se rapprochent et qui sont totalement différents. Et juste c'est que le point de vue de l'auteur était juste différent. C'est ce que je voulais dire à un moment donné là quand tu parlais de co-autorat et que j'ai oublié après, mais que effectivement ce que j'aime bien aussi moi dans le co-autorat et dans les multiples co-auteurs, je co-auteur pas forcément tout le temps avec le même, c'est que ça colore la création en fait. Et effectivement, les jeux que j'ai fait avec Ludovic Maublanc, ils ont la touche Ludovic Maublanc. Les jeux que j'ai fait avec Bruno Catala, ils ont la touche Bruno Catala. On pourrait, quelqu'un qui sait que c'est que mes jeux, mais qui sait pas avec qui je les fais, pourrait éventuellement, s'il a une connaissance du monde du jeu, deviner en disant ah bah là c'est un peu taquin et tout, donc il l'a sûrement fait avec Catala. Là c'est un peu plus funky, il l'a sûrement fait avec Ludo, etc. Enfin, il y a ce truc de la coloration et au final c'est clairement là où je suis le plus content, c'est quand, avec mon co-auteur, on fait un jeu et qu'on sent que c'est un jeu Corentin Lebras, Bruno Catala ou peu importe qui d'autre, mais voilà, qu'on sent vraiment l'apport des deux. En fait. Et ça, effectivement, moi, ça me permet d'avoir des jeux complètement différents, alors que si je travaillais tout seul, peut-être qu'au bout d'un moment, je me répéterais, en fait, il y aurait des redites. Mais tu vois, là, entre Trek 12, que j'ai fait avec Bruno Catala, et, je sais pas, Mia London, que j'ai fait avec Antoine Boza, c'est un monde, en fait. Oui, ça n'a rien à voir, et pourtant, je suis l'auteur de ces deux jeux-là. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que ça me permet des fois d'être surpris de mon propre jeu, en fait. J'aime dire, c'est moi. Bah, tiens, j'aurais pas pensé ça comme ça, mais ouais, effectivement, ça marche bien comme ça. Mais attends, si on... Tu vois, ce que j'essaye le moins de faire, c'est par contre laisser complètement mon co-auteur, pas prendre le dessus, parce que c'est même pas cette question-là, mais colorer le jeu. Je veux qu'il y ait à un moment donné ma touche et tout, et de toute façon... je peux pas m'empêcher de dire s'il y a un truc qui me plaît pas et tout. Et dans des choses comme dans Solstice, on a eu des discussions avec Bruno. Je sais pas si tu as déjà joué, mais il y a un c'est le tableau, mais je vois le jeu. Ouais, il y a un esprit maléfique, en gros, qui crée un truc très très aggro, très agressif. Mais comme c'est un jeu à deux, c'est pas très gênant. Mais moi, j'aime moins. Donc j'avais dit à Bruno, ça, il m'embête en fait. J'ai pas envie qu'il soit dans le jeu omniprésent, quoi. Donc du coup, c'est devenu une variante en fait dans le jeu. On joue avec ou sans, et ça marche très bien avec ou sans. Si tu veux un jeu plus calme, tranquille, où tu fais ton petit truc, t'es pas trop embêté par l'autre, mais un petit peu quand même, mais indirectement, tu peux jouer sans. Si tu as envie de te foutre un peu sur la gueule et tout, tu peux jouer avec. Et du coup, il y a les deux possibilités. Mais si Bruno avait fait le jeu tout seul, il y aurait été tout le temps. Et moi, si je l'avais fait tout seul, il n'y aurait pas du tout été. Mais du coup, ça permet d'avoir un juste milieu, quoi. Ouais, c'est ça, il y a ce truc-là, et ça me fait plaisir qu'il y soit, mais ça me fait plaisir qu'on puisse jouer ça aussi. Je sais pas si c'est ton titre qui a eu la plus grosse réussite, Far Away. Est-ce que ça a quand même été... T'as senti un tournant dans ta carrière ou non, pas du tout? Ça a été une continuité Si, ouais, avec Far Away, quand même, c'est un peu... le niveau au-dessus,
Il y a des jeux, je crois que c'est mon jeu qui s'est le plus vendu à l'heure actuelle, mais pas depuis longtemps, parce que Draftosaurus c'était quand même bien vendu. Et comme il est sorti il y a longtemps, il y avait quand même pas mal de ventes, mais là je crois que c'est Faroe qui l'a dépassé, il me semble. Et en grosse sortie qui s'est pas mal vendu aussi, j'ai Takenoko Chibis qui est l'extension de Takenoko qui s'est beaucoup vendu malgré le fait que ça soit une extension, c'est assez impressionnant. Et donc du coup, ouais, ces 3 jeux-là, ils m'ont permis, quoi qu'il arrive, d'asseoir le fait que, ok, je peux encore continuer 3, 4, 5 ans, peut-être plus. Hein. Moi, je suis plutôt pessimiste. Donc, les gens vont peut-être se dire, oh, il exagère de lui rapporter un max de fric. Ça me rapporte de l'argent, mais en fait, ça me rapporte de l'argent et c'est la seule chose qui me rapporte de l'argent, quoi. Oui, c'est sûr. Et puis après... C'est pas parce qu'on fait 10 jeux par an que les 10 jeux nous permettent de vivre. Sur 10 jeux par an, des fois, tu en as 9 qui t'ont rapporté l'avance que ça t'a payé, c'est-à-dire 1 000 €, et c'est tout. Et c'est bien, hein, 9, ça fait 9 000 quand tu multiplies par 9. 9 000 sur une année, c'est chaud. Oui, déjà, et puis il faut en faire 9 tous les ans, parce que, et faire 9 jeux tous les ans, déjà, c'est pas donné à tout le monde, parce que les idées, elles n'arrivent pas comme ça. Il faut réussir à les signer. Faut pas qu'il y ait des gros décalages dans les sorties. Et faut avoir envie, parce qu'en fait, des fois, tu n'as juste pas envie d'inonder le marché de 10 jeux par an. Tu sais, on a aussi une conscience là-dessus, à se dire, moi, je veux proposer des choses qui me plaisent, et faire 9 jeux par an qui te plaisent, c'est pas si évident, en fait. On est des fois pas satisfait par notre création. On se dit, non, là, c'est pas tout de suite que j'ai envie de le montrer aux éditeurs, j'attends un petit peu et tout. Et donc, ouais, c'est pas si évident, mais j'ai la chance que, effectivement, Faroe me permet, là, depuis qu'il est sorti, presque à lui seul de faire, ok, mon année, elle est très correcte, je m'achèterai pas une Ferrari, c'est sûr, mais on se nourrit très bien avec mes enfants et on peut faire ce qu'on veut le week-end, il n'y a pas de souci, c'est chouette. Donc ça, trop bien, quoi. Évidemment, c'est que du plaisir, quoi. Pour ça, ça permet de... Et en plus, là où c'est cool quand tu as un jeu comme ça qui fonctionne bien, c'est que du coup, tu es plus détendu sur ta création. Tu crées moins pour t'en sortir l'année prochaine, quoi. Tu crées juste pour créer. Parce que toi, à peu près par an, tu sors combien de jeux tu sors, et combien de jeux à peu près tu crées ou tu lances un peu, même pas terminé, mais tu lances à peu près par an. Je crois qu'en moyenne, des sorties en moyenne, hein, parce que j'ai vraiment eu des années, une année forte, avec beaucoup de jeux, une année avec moins, avec beaucoup de jeux, moins, c'est pas si régulier. Mais en moyenne, ça doit être 7-8 jeux par an, je pense. Avec des pointes, cette année, notamment, c'est mon année où je sors le plus de jeux, je dois en avoir 13 ou 14, je crois, ce qui sort, c'est monstrueux. Ah oui. Beaucoup trop. J'ai eu des années où j'ai eu que 2 jeux, je crois, il y a 2 ans, ou un truc comme ça, où j'ai eu que 2 jeux. Mais c'est vrai que si t'as que 2 jeux et que t'as Faroe qui sort dans l'année, c'est cool. Et si t'en as 13 et que t'en as aucun qui se vend, tu vois, ça veut pas dire grand-chose. Et en création, c'est plus compliqué à dire, mais parce qu'on tient moins les comptes, on a moins le suivi, mais on doit être sur une quinzaine de jeux, je pense. Peut-être 20 jeux dans l'année. Ouais, t'essayes, on va dire, de lancer 1 ou 2 idées par mois. Ouais, ça se calcule pas comme ça, parce que bien sûr, ça se calcule pas comme ça, mais oui, à peu près. En tout cas, tous les mois, tu lances des nouvelles idées. Ouais, et derrière, on se retrouve surtout avec des jeux qui sont pas édités, évidemment, puisque si tu fais le calcul des années où j'en sors 3-4 et que j'en ai fait 20, il y en a 17 sur le carreau, quoi. Et c'est d'autant de jeux que tu peux retravailler à un moment donné. Donc j'ai tendance à me dire que plus les années avancent, moins je redémarre des jeux parce que j'en ai sous le coude, que j'ai envie de voir pousser, arriver au bout. Ouais. Il y en a qu'on lâche complètement. Et voilà, mais vraiment, je dois avoir une liste de 5-6 jeux que j'ai depuis 3-4 ans et ça m'embête parce que je les trouve très bien. Et il manque sûrement des choses, mais en tout cas, ils pourraient passer le cap de la signature et après il y a du développement éventuel, mais voilà, il y a des jeux où on est un peu triste, où on se dit ceux-là, faudrait quand même qu'ils sortent, et donc eux ils sont sur le côté, on les retravaillera un jour, il n'y a pas de souci, mais effectivement ça fait un fond de catalogue pas encore sorti qu'on peut éventuellement sortir de nos tiroirs pour travailler. C'est sûr, et puis maintenant je pense aussi avec l'expérience, quand tu as un jeu, tu sais à peu près vers quel éditeur tu vas te tourner, parce que tu dis, ok, ce jeu-là, je pense que c'est plus à une éditoriale, c'est plus fait pour cet éditeur, c'est plus fait pour cet éditeur, ou tu vas
plus, on va dire, au cœur. J'ai l'impression que tu as travaillé avec beaucoup d'éditeurs différents par rapport à certains auteurs qui vont très souvent chez les mêmes. J'ai l'impression, quand j'ai regardé, que tu as presque fait, je vais pas dire tout le monde, mais en tout cas, pas mal d'éditeurs. Ouais, alors oui, effectivement, déjà, avec l'expérience, tu as tendance, mais même il y a des gens qui le font très bien dès le départ, hein, mais en tout cas, l'expérience aide à viser mieux. Et ça, c'est hyper important de cibler son éditeur quand on montre un jeu. Ça te fait gagner un temps fou, ça fait gagner un temps fou à l'éditeur. C'est très cool, quoi. Et tu as tendance à avoir même si le jeu est pas signé, tu as tendance à avoir des retours pertinents et cohérents, puisque c'est un éditeur qui est censé sortir ce genre de jeu-là, donc qui sait de quoi il parle. Et donc ça, oui, effectivement, ça nous fait gagner beaucoup de temps, même si, tu vois, là, je te parlais de jeux qu'on aimerait voir sortis. On a fait un jeu avec Jonathan Favre-Godal, là, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle À la folie, qu'on a montré à Cannes avec, pas une assurance, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, mais en se disant, vraiment, il est super cool, il marche bien, il est dans l'air du temps, c'est sûr qu'il y a au moins une personne qui sera intéressée pour le signer. Effectivement, il y a eu 4, 5, 6 éditeurs qui ont été intéressés pour le prendre et rejouer, mais aucun n'a dit oui. Tout le monde a dit c'était super, on a adoré ce jeu, mais on voit pas trop comment l'éditer parce que on n'est pas sûr que ça soit aussi fort que ça niveau émotion et tout. Et donc du coup, tu vois, on se retrouve avec ce jeu sur les bras et avec peut-être aucune édition à la clé au final, quoi. Donc on peut encore être surpris malgré le fait que on sait faire des jeux qui tournent, on sait cibler l'éditeur, mais c'est pas gage de signature malgré tout, quoi. Et pour ce qui est du panel d'éditeurs que j'ai touché avec mes jeux, en vrai j'aime bien ça, effectivement, cibler différents éditeurs. Pour avoir comme avec mes co-auteurs, pour avoir des expériences de travail différentes, en fait. Et j'ai tendance à revenir éventuellement avec ceux avec qui ça s'est bien passé. Et faut mieux pas le faire si tu es jeune auteur, mais j'ai tendance à ne pas revenir chez les éditeurs avec qui ça s'est plutôt mal passé. En vrai, même maintenant, si ça s'est bien vendu, permettre, parce que tu dis, bon... Ouais. Après, tu pourrais, parce qu'il y a des fois des gros éditeurs avec qui ça passe pas, où l'expérience est moins chouette et tout. Mais tu pourrais te dire, c'est quand même un gros éditeur, je vais pas me couper de ça, quoi. Mais en vrai, moi, après, c'est simple aussi de parler quand effectivement on a Faraway ou des choses comme ça, mais je le faisais déjà avant, même quand j'étais en galère un peu plus, quoi. Et c'est plus une question d'intégrité, j'en sais rien, mais voilà, il y en a, ils se disent c'est pas grave, je m'en fous, ça s'est mal passé, mais peut-être la prochaine fois ça se passera bien. Moi, des fois, je suis peut-être un peu piqué, je me dis non, c'était chiant, j'ai pas envie de risquer de réitérer ça. Il y a plein d'éditeurs, mais les éditeurs font pareil, en fait, hein. Oui, c'est pas si méchant que ça, les éditeurs le font, hein. Si avec un auteur ça se passe hyper mal, le prochain coup l'auteur lui montre un jeu, ils vont se dire ça s'est mal passé, on va voir si le jeu est vraiment fabuleux. Peut-être qu'on le signera, mais c'est pas sûr, quoi. Je connais des auteurs qui sont pas blacklistés, mais en tout cas qui vont certainement pas retravailler avec des éditeurs parce que les éditeurs m'ont dit celui-là c'était quand même compliqué à gérer, donc on préfère pas, quoi. En fait, il y a plein d'auteurs, on trouvera des jeux. Enfin, voilà. Et en plus maintenant, on va dire que je pense par rapport à quand tu as commencé, le jeu a eu quand même une évolution assez forte et beaucoup de monde aujourd'hui se lance un peu dans le monde du jeu de société et fait des essais dans son coin de création, parce que en soi créer un jeu, je vais pas dire que le jeu fonctionne, que le jeu soit terminé, mais créer un jeu c'est plus facile, c'est assez simple. Il faut un ordinateur, des crayons, du papier, et tu peux esquisser des choses. Après, ça fonctionne pas, ça c'est encore une autre question, mais tu peux esquisser assez facilement des choses. Carrément, c'est l'avantage et l'inconvénient du métier, en fait. C'est que si tu veux t'y mettre, tu t'y mets, en fait. Enfin, il y a pas plus simple que ça. T'as tout en ta possession. Il faut un cerveau avec des idées. Il faut la capacité de se remettre en question. Et ensuite, matériellement, effectivement, il faut un ciseau, des feuilles et un ordi. Et encore, hein, mais un ordi, c'est quand même pas mal, ça te fait gagner du temps. Et donc, tu peux t'y mettre très facilement. Mais le côté négatif du truc, c'est que en fait, c'est pas ça être game designer. Non. Comme tu dis, c'est effectivement, tu vas pouvoir créer un truc qui, avec de la chance, marchote un petit peu.
mais il va falloir de l'expérience. Au début, c'est compliqué, mais en tout cas, de la remise en question et de surtout du lâcher prise à se dire ce jeu-là, c'est oui, personne s'amuse en fait. Là, mes copains, ils disent je m'amuse, mais je sens qu'ils s'amusent pas. Ils disent ça pour me faire plaisir, donc je le jette et je refais autre chose. Ou alors je le mets de côté, je refais autre chose. Et peut-être l'autre chose que je vais faire va nourrir ce que j'ai fait là. Et je vais me dire, ah bah là, maintenant, si je fais comme ça, ah oui, bah, j'ai qu'à faire comme ça sur ce prototype-là, ça va l'améliorer, vas-y, je le ressors, on rejoue. Ah ouais, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas si bien, etc. Et on itère, on jette, on itère jusqu'à devenir meilleur, jusqu'à sentir les choses en fait. C'est plus ça, c'est sentir les choses. C'est pour ça que je dis de beaucoup jouer, c'est que les jeux édités, eux, ils ont passé la barrière d'un éditeur, du développement, etc., etc. Il y en a qui des jeux édités qu'on peut ne trouver pas bien, mais il s'avère quand même que beaucoup de gens ont travaillé dessus, des gens d'expérience en règle générale, et donc il y a un propos, il y a quelque chose. Au final, pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'est bien, c'est assez subjectif quand le jeu est édité, mais il y a quelque chose. Donc jouer à des jeux édités, c'est voir ce qui marche, ou en tout cas ce qui roule, ce qui est cohérent dans un jeu, ce qui est cohérent dans un design, ce qui est cohérent dans une ergonomie, etc., etc. Et donc du coup, c'est l'appliquer à ces jeux, c'est chouette. C'est très chouette et c'est ça qu'il faut faire. Donc itérer, jouer à des jeux édités, c'est le secret, mais ça arrive pas tout seul. Enfin, c'est pas inné. On se dit pas, le premier jeu peut pas marcher en fait. Enfin, une toute première esquisse d'un prototype, je pense qu'il y a personne qui a sorti son premier jeu, même s'ils disent. J'ai déjà entendu des gens qui disent c'est mon tout premier jeu. Non. C'est sûr que tu as fait quelque chose qui n'a pas marché, que tu as jeté, que tu n'estimes pas être un jeu, mais il y a un moment donné, tu as fait un brouillon, c'est sûr. Donc voilà, ouais, c'est vraiment beaucoup d'itérations, c'est ça, et de la remise en question. En fait, si tu restes bloqué sur ton jeu à dire c'est celui-là, il faut qu'il marche, c'est celui-là qu'il faut qu'il marche, je le jetterai jamais, je continuerai au maximum. En fait, ça va devenir une bête, un Frankenstein un peu bizarre, accrocher des trucs. Pour que ça fonctionne, tu vas accrocher plein de. Ouais, c'est ça. Tu vas lui mettre des pansements, tu vas décorer un peu et à la fin, ça va. Oui, c'est ça. Et puis ça sera vite vu. De toute façon, quand tu iras approcher les éditeurs, ils le sentiront quand même. Ils ont l'habitude de voir. Ils envoient passer des prototypes quand même. Donc c'est aussi un piège le fait que ça soit hyper accessible parce qu'on a l'impression que si c'est accessible, on arrive tout de suite à faire un jeu. Non. C'est très accessible de faire un prototype. Faire un jeu, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est ça. Je disais ça à des jeunes monteurs qui étaient un peu stagiaires dans mon ancienne entreprise. Je leur disais que monter, tout le monde sait monter. Tout le monde. Tu prends le logiciel, t'apprends, c'est facile de savoir monter. Mais être monteur, oui. C'est t'as encore un peu ça, un autre travail. Je suis d'accord. Je suis d'accord, pour avoir fait un peu de montage, effectivement, j'avais mon logiciel de montage et puis je montais, mais en fait, je coupais des trucs. Mais être monteur, c'est... en fait, on le voit, j'aime beaucoup le cinéma et du coup, je regarde pas mal de vidéos YouTube où des gens remontent des films à la manière d'un autre réalisateur. Et donc, on voit que le montage, c'est une grammaire aussi et ça donne la couleur au film et... faut le réfléchir, quoi. Tu te mets pas devant ton montage à dire allez, je coupe là, je fais ça. Non, il y a une réflexion, j'ai l'impression en amont à dire quelle couleur on veut donner au film, est-ce qu'on a envie de l'accélérer, enfin voilà, bref, après j'ai pas les mots, mais on sent que c'est bien, enfin je sens en tout cas que c'est bien plus que ça. Et effectivement, on pourrait en faire un parallèle. Pour ceux qui s'y connaissent mieux en montage, ils pourraient effectivement se dire ah oui, d'accord, c'est pareil, effectivement, monter c'est simple, être monteur c'est un métier en fait. Donc, oui, voilà. Mais c'était pour et puis comme plein de métiers un peu artistiques. Oui, là on parle de ce qu'on connaît. Mais... Oui. Et toi, du coup, quand tu crées tes jeux, comment tu fais ? Par quoi tu commences ? T'es plutôt à dire il y a des mechas que j'aimerais bien explorer. Du coup, je vais partir de ces mechas, ou plutôt c'est des thèmes que t'aimes bien et que tu veux coller une mecha à ce thème, ou c'est un peu des deux ? C'est tellement compliqué. Cette question, tout le monde nous la pose et en fait, c'est hyper compliqué. Je crois qu'il y a, comme on s'interdit rien, enfin, je parlais pour moi parce que je sais pas si c'est général, mais
comme je m'interdis rien, bah, je pourrais partir de n'importe quoi. J'ai tendance à croire que je pars plus d'une thématique. Enfin, j'ai eu tendance à croire que je partais plus d'une thématique, mais quand je regarde un petit peu mes jeux, au final, Trek 12, c'est une mécanique. La thématique, elle arrive après. Enfin, il y a Faroe aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont venues d'une mécanique. Et je pense qu'en fait, de plus en plus, c'est ni thématique ni mécanique. Je pense que c'est plus, j'essaierai de reproduire une sensation. Par exemple, je sais pas, j'ai envie d'un jeu où on est focus sur ce qu'on fait, on crée quelque chose, on n'a rien au début, on crée quelque chose et ça se construit devant nous et au final, on a un joli truc à la fin et on en est fier. Et ça, c'est une sensation. Ça peut passer par des cartes, par des tuiles, par un matériel inconnu, par des dés, par plein de choses. Et donc, c'est ni une mécanique, ni vraiment une thématique, c'est plus une sensation que j'ai envie qui se passe autour de la table, en fait. Et j'essaie de faire ça maintenant. Ouais. Ça me plaît plus, je trouve ça plus marrant d'essayer de partir là-dessus. Mais du coup, t'as quand même tu prends ton inspiration plus dans les jeux ou plus dans des choses extérieures au jeu? Ouais, ça c'est marrant aussi. Je sais pas, c'est une bonne question, là. Je pense plus extérieur. En fait, c'est aussi peut-être un conseil qu'on peut donner, mais il faut se nourrir. Je disais de beaucoup jouer, mais en fait, il faut se nourrir de tout ce qui est artistique, culturel. Et ma première passion, c'est le cinéma, ma deuxième, c'est le jeu vidéo, et ma troisième, c'est le jeu de société, en fait. Et donc, du coup, clairement, je pense que je suis très, très influencé, même inconsciemment, et par le cinéma et par le jeu vidéo, sûrement plus que par le jeu de société. Je joue plus aux jeux vidéo et je regarde plus de films que je ne joue à des jeux de société, en fait. Donc, effectivement, je pense que c'est plus à des choses extérieures. Dans tes prochains jeux, il y en a un, j'ai l'impression qu'il va faire beaucoup de bruit, en tout cas qui fait beaucoup parler de lui, c'est Tag Team, où j'ai entendu... déjà, il était... comment ça s'appelle déjà? Avec Martin. En tout cas, il était à Cannes. Il était à Cannes en avant-première, en tout cas en démonstration. Après, c'était une démonstration quand même bien avancée, j'avais l'impression. En fait, oui et non. Dans le sens où la version déjà qu'il y avait, c'était plus la bonne déjà. Parce qu'on avait déjà pas mal avancé sur le développement et on avait déjà changé beaucoup de choses. Et en plus, à Cannes, il n'y avait que 4 personnages disponibles. Donc, c'est un jeu qui se joue à 2 contre 2. Oui, je l'ai testé à Cannes. 1 contre 1, pardon, avec 2 personnages chacun. Et donc, il n'y avait que 4 personnages disponibles, alors qu'il y en aura 12 dans la boîte de base. Et ça change pas mal de choses aussi. Et au moment où Cannes était arrivé, on continuait à travailler sur les autres. Même les 4 qu'on avait là, ils ont finalement changé. Pas énormément, mais il y a plein de petits curseurs qui ont été déplacés, choses qui ont été... amélioré, etc. Et donc, c'était effectivement une version pré-prod parce que Scorpion Masqué voulait faire les choses en grand et faire les choses bien. Donc, ils ont fait une pré-production qui était obsolète au moment où elle est arrivée parce qu'on avait déjà changé des choses. Mais au moins, ça permettait de montrer le jeu tel qu'il sera, en tout cas visuellement, et du coup de pas altérer les sensations des gens s'ils devaient jouer sur un prototype un peu dégueulasse et tout. Ça permettait d'en mettre un peu plein la vue dès le départ et c'était plutôt bien vu de leur part, hein, parce que les gens ont bien aimé. Nous, on est fan du projet malgré le fait qu'on soit auteur avec Grisha Germain du coup, parce qu'on continue à y jouer comme si c'était le jeu de quelqu'un d'autre en fait, alors que on sait tous que les jeux sur lesquels on travaille des années et des années, au bout d'un moment, on peut plus les voir en peinture, en fait. Mais il y en a quelques-uns qu'on continue à rejouer parfois. Et celui-là, pour l'instant, il en fait partie. Ouais, moi, j'en suis vraiment pas lassé. Et en plus, il peut avoir une belle histoire parce que on a déjà imaginé plein d'autres personnages, plusieurs autres personnages. Le Scorpion, ils aimeraient sortir d'autres boîtes pour agrémenter le truc et c'est moi en tant que joueur, c'est ce que je veux. J'ai 12 personnages de base, c'est déjà fou parce que comme tu associes 2 de tes personnages ensemble, ouais, ça crée plein de possibilités. Mais si 6 mois après, voire 1 an après, on me propose une boîte avec 6 nouveaux personnages, puis 1 an après, une autre boîte avec encore 6 nouveaux personnages. Ce type de jeu, on va dire, pousse un peu à ça, un peu comme les jeux comme Dice Throne ou les jeux un peu comme match, ça. Aussi, match, exactement. Et quand tu as d'autres personnages, quand tu as déjà fait pas mal de parties, parce que 12 personnages, je pense que tu as le temps quand même de
bien tester plein de choses avant d'être lassé de ces 12 personnages, et que tu te dis bon, j'ai peut-être envie d'en avoir de nouveau avec des mécaniques un peu différentes, mais 12 c'est déjà, pour moi c'est déjà quand même beaucoup, en fait, les gens qui veulent pas forcément payer, enfin tu vois, qui veulent tester le jeu et qui veulent juste prendre un peu de plaisir et jouer quelques fois et tout, 12 personnages c'est largos en termes de sensations. Mélanger tel personnage avec tel personnage avec tel personnage, effectivement tu vas au bout d'une trentaine, quarantaine de parties, tu auras encore des surprises et des petites combos que tu vas trouver, quoi. Et après, pour les aficionados parce qu'il y en a qui font 100 parties en 2 semaines, donc eux, ils auront la possibilité effectivement d'acquérir des nouvelles boîtes avec des nouveaux personnages, des nouvelles mécaniques, des nouveaux auteurs. Il n'y aura pas forcément que nous qui travaillerons à chaque fois sur les boîtes. Donc peut-être même des licences. Enfin voilà, il y a plein de possibilités en vrai pour ce. Ouais, il y a plein de possibilités et c'est cool parce que on dit pas forcément que ça va arriver parce que il y a la possibilité. On sait jamais, il faut que le jeu marche. Si le jeu il se foire, en fait, il n'y a aucune raison qu'on sorte des extensions. Mais on y réfléchit déjà parce que déjà, si ça marche, il faut être réactif. Parce que ça nous plaît de travailler sur le jeu, parce qu'il est vraiment cool à designer. Les personnages, c'est super chouette de réfléchir à d'autres mécaniques tout en ne cassant pas le jeu. C'est ça qui est compliqué. C'est que parce que tu dois quand même avoir une sorte. Il faut que tout soit équilibré. Il y a 12 personnages. On a galéré déjà pour que ça soit équilibré là. Tu en rajoutes 6 de plus. Il faut que rien ne bouge dans l'équilibrage. C'est un jeu qui se fait en simultané et vous pourriez en parler à Antoine Boza sur Seven Wonders. La simultanéité, c'est génial. Mais quand on doit faire des extensions ou rajouter des choses dans le jeu, c'est l'enfer parce qu'il faut prendre en compte cette simultanéité, les effets ils doivent. Tu peux pas te permettre de faire un effet casse la simultanéité, donc faut rester là-dedans. On a fait en sorte en plus que ça c'est pas visible du joueur, mais on a fait en sorte que, alors c'est marrant parce que c'est l'inverse de ce qu'on dit généralement dans les jeux, qu'il n'y ait pas de choix à faire dans le jeu. Je précise. En fait, les choix, ils vont se faire quand tu vas choisir tes cartes et les rentrer dans ton deck. À quel endroit tu les mets dans ton deck, parce que ça va être un auto-battler. On va jouer les cartes une par une, mais à chaque manche, tu vas rajouter une carte dans ton deck à un endroit que tu décides. Et donc, ça va intercaler toutes les autres cartes, quoi. Et fun fact, pour ça, moi, j'ai joué avec ma femme. Oui. Et en fait, quand la personne te connaît, c'est très, très compliqué. Oui, c'est hyper dur. Parce qu'en fait, elle me lisait à chaque fois, je mettais la carte. Je dis, mais non, c'est pas possible. Elle sait exactement où je vais la mettre. Quand une personne commence à réussir une fois, 2 fois à bien te lire, après, ton cerveau, il est brûlé. Ouais, tu sais pas, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Ouais, c'est horrible. Et donc, du coup, on a fait en sorte une fois que l'auto-battler est lancé, donc qu'on pose nos cartes, qu'on n'ait pas à faire un choix sur une carte, qu'il n'y ait pas une carte qui te dise soit vous attaquez ça, soit vous machinez. Donc c'est très fluide en fait. Les cartes, ça se déroule de manière très fluide, parce que le choix il se fait en amont de l'auto-battler, et ça c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte quand on développe, c'est de designer des cartes qui ne donnent pas de choix, qui sont immédiates en fait. Et ça, c'est pas évident non plus. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que le jeu aurait pu ne jamais voir le jour, ou en tout cas soit complètement décalé dans le temps, parce qu'il faut qu'on équilibre ça. Et bon, on a réussi à faire ça dans le temps imparti, et ça va être un challenge pour chacune des autres boîtes qui vont arriver. Oui, c'est sûr. Et après, j'ai l'impression, parce que tu dis qu'il n'y a pas de choix, mais il y a quand même un choix dans le positionnement, et pour essayer de se dire, ok, si je mets celle-là, après il y aura celle-là, il faut que ça se réponde pour que les pouvoirs de tes 2 personnages soient un peu équilibrés dans la façon dont tu positionnes tes cartes, pour pouvoir attaquer de manière cohérente. Mais c'est vrai, c'est marrant parce que tu me l'avais dit tout à l'heure que tu aimais bien l'épure, et moi j'avais un peu écrit dans mon fil rouge que moi je te définirais un peu comme auteur, comme des jeux, on va dire, simples, même si c'est souvent initié ton style, mais c'est quand même simple, mais avec toujours un twist assez recherché. Par exemple, comme Far Away, en vrai, la règle, le twist, il est dans, c'est à l'envers, ou comme dans Tech Time, le twist, c'est juste positionner bien sa carte, mais en soi, la règle, elle est hyper simple, mais il y a quand même de la profondeur où tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a quand même une stratégie derrière. Oui, bien sûr. Non, mais oui, quand je dis pas de choix, c'est pas de choix au moment où l'auto-battler se déroule. Et effectivement, c'est satisfaisant parce qu'on n'a pas envie d'avoir un choix dans un auto-battler. On a envie que ça se passe sous nos yeux. Hop, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Mais c'est dépendant des choix que tu as fait précédemment
quelle carte tu as pris, où est-ce que tu l'as mis, etc., en regardant bien droit dans les yeux ton adversaire pour essayer de deviner où lui il va la mettre. Mais oui, bah ouais, peut-être que c'est ça. Je sais pas si je sais que je m'astreins à essayer de faire des jeux simples et épurés. J'ai pas tout le temps réussi, hein, je suis pas satisfait de tout ce que j'ai fait. Et effectivement, je sais que j'aime bien partir. Bah, comme je disais, soit d'une sensation, soit d'une idée chouette qui va créer une sensation chouette. On peut aussi citer Au Mon Château, qui était cette idée de mélanger du bingo avec du dessin, en fait, et on dessinait son château en fonction de lignes de bingo qu'on avait réussi à faire. Tout le temps des trucs qui me... En fait, je pars d'un truc qui me passionne, que je trouve marrant, original et tout, et du coup, après, on essaie d'épurer ça avec mon co-auteur, et ça crée effectivement ce que tu dis, j'imagine, sur la plupart des jeux, c'est quelque chose d'assez simple, mais avec un twist ou une feature un peu cool. Faraway en est le très bon exemple, hein, pour le coup. Il y a aussi Elawa qui est un peu dans la famille de Faraway, qui a, lui, comme il est très épuré aussi, et il a comme petit twist le fait qu'on récupère nos ressources comme un Awalé en fonction de la carte qu'on prend. Donc tu vas décider ta carte, tu vas dire je prends elle, mais cette carte-là, elle me donne ces 3 ressources suivantes, alors que je préférerais ces 3 ressources-là, mais je dois prendre cette carte-là et je la veux pas spécialement. Donc il y a ce petit programmation, dilemme. Quoi. Ouais, c'est ça. Et Mais oui, ça me définit bien. Allez, je prends cette définition. tu prends, allez, c'est cadeau. Et dans ta team, est-ce que tu as quand même un personnage préféré? Ouais, j'aime bien. Je prends assez souvent. Faudrait que j'arrête de la prendre aussi pour tester d'autres persos. Mais j'aime bien Mama Brigitte, qui est dans ta team. C'est rigolo. On a voulu. On est parti direct du principe qu'on voulait des personnages soit qui ont existé, soit qui sont très prégnants dans une légende quelconque. Et Mama Brigitte, c'est la femme du Baron Samedi dans la légende du vaudou. Et du coup, c'était assez chouette parce que je connaissais pas déjà ce personnage. À la base, on voulait mettre le Baron Samedi. Ouais, on voulait mettre le Baron Samedi à la base. Et puis, en lisant son histoire, on a vu qu'il y avait son pendant féminin, ou en tout cas sa femme, qui versait aussi dans le vaudou. Et du coup, j'aime bien ce personnage parce qu'il a la particularité alors, dans Tag Team, pour gagner, il faut mettre KO un de ses adversaires, enfin, un des personnages adverses, qui en a 2 du coup. Et pour mettre KO quelqu'un, il faut le descendre tout en bas de sa jauge. Il y a une case KO. Si tu descends tout en bas de sa jauge de vie, il est KO. Sauf que Mama Brigitte, elle, en dessous de sa case KO, elle a 3 cases de vie encore. Et donc, si elle a 2 cases KO et 3 cases de vie en dessous. Donc, si l'adversaire, en lui mettant un coup, il lui met un coup trop fort et que ça dépasse ses cases de KO, et ben elle se régénère et elle remonte, elle meurt pas, elle se régénère de 8 points de vie et elle gagne en plus un cube de puissance, donc elle devient plus forte. Ouais, donc faut bien viser c'est rigolo parce que tu peux échapper à la mort pendant plein de tours en voyant ton adversaire te mettre des grosses patates à 12 de dégâts et tu fais bah non mon gars, là je meurs pas en fait parce que du coup je régénère et je me renforce. Donc lui il a plusieurs choix, hein. C'est attaquer moins fort avec son autre personnage éventuellement, ou attaquer mon autre personnage qui lui n'a pas cette capacité là et peut mourir avec des grosses patates à 12 de dégâts, hein. Donc c'est pas complètement pété, c'est pas complètement fort, mais j'aime bien la sensation que ça donne de voir vraiment les yeux de ton adversaire hyper content de mettre un 12 de dégâts, mais de voir qu'il l'a mis sur la mauvaise cible et qu'en fait elle se régénère, elle devient plus forte avec ça. Et quand vous l'avez présenté du coup à Scorpion Masqué, vous aviez déjà tous les persos, ou pendant le développement il y en a des nouveaux qui sont arrivés, ou d'autres qui ont un peu changé de nom, de thème, Ouais, c'est un travail, en fait ce jeu-là c'est un travail qu'on a fait vraiment quand même main dans la main avec le Scorpion Masqué. Alors moi déjà je suis arrivé sur le projet un peu plus tard, c'est Grisha qui a montré le jeu tout seul au Scorpion Masqué, et le Scorpion Masqué a vu un gros potentiel, mais Grisha se sentait pas de développer des personnages et de créer des features fortes pour chaque personnage. Donc le Scorpion Masqué m'a demandé à Grisha si ça le gênait que je vienne éventuellement être en co-auteur sur le jeu. Donc je suis arrivé sur le jeu qui ressemblait pas tant à ça. C'était déjà deux personnages contre 2 personnages, mais on avait des personnages comme la forêt, le loup, le villageois, les soldats. Ça mélangeait plein d'univers en fait. Et il y avait beaucoup de matériel avec plein de jetons, des choses comme ça et tout. Et du coup, on a voulu créer des personnalités très fortes. Donc c'est ce qu'on a fait très très vite. Et ensuite, on a complètement remodifié la façon de jouer, en fait. Alors, c'était toujours un auto-battleur, etc. Mais
le système d'attaque, de défense, etc. On a tout remodifié sous l'impulsion du Scorpion masqué. Et on a même eu, donc là, on parle de Cannes 2025, et le Cannes d'avant, donc Cannes 2024, 2 mois avant Cannes 2024, on a le Scorpion masqué qui nous dit « Bon, on a fait des parties sur la dernière version, et c'est bien, mais en fait, c'est pas assez bien. On n'est pas sûr de faire le jeu au final. On va peut-être l'annuler. On vous laisse Cannes 2024, enfin 2 mois, pour nous proposer une dernière version. Et éventuellement, on joue à Cannes 2024. Si ça nous plaît, on repart dessus. Sinon, on arrête, quoi. » Et donc là, pression. Mais ils avaient raison. Hein. Et au moins, ils nous ont poussé dans les derniers retranchements. Avec Richard, on a remodifié complètement certains aspects, comme l'attaque, la défense que je te disais et tout, pour rendre un truc plus péchu, plus punchy. Et on l'a montré à Cannes et ça leur a plu à 1000%. Et tant mieux. Et du coup, on a sauvé le projet. Ils se sont dit, on aurait dû leur dire ça plus tôt. Ouais. Mais eux, en nous poussant dans nos derniers retranchements et nous, en acceptant le fait d'être challengés, quoi. Et de se remettre en question, j'en parlais au début. Et du coup, ça donne ce joli truc pour l'instant, parce qu'effectivement, on a plein de bons retours. Là, les promesses de chaque pays qui veut prendre des jeux et tout, ça gonfle, et effectivement, ça va faire une belle sortie, quoi. Donc, on est content et on espère que ça plaira aux joueurs quand ils y joueront. En tout cas, moi, la première partie que j'ai faite à Cannes, j'ai eu une sensation un peu bizarre, parce que quand j'ai joué la première partie, quand je suis à la fin de la partie, j'ai dit ouais, je sais pas. Mais en fait, parce que je venais de me faire rouler dessus, mais vraiment rouler, genre j'avais l'impression que je voyais pas la porte de sortie et je pouvais rien faire, et à chaque fois et après, parce qu'on parlait avec ma femme de tous les jeux, et j'ai dit mais en fait, je pense que la sensation que j'ai eue, c'est juste parce que je me suis fait rouler dessus, j'avais la haine, mais qu'il y avait quand même un truc où je pense que il y a un truc qui est fun et immédiat, et en plus ça joue quand même assez rapidement, donc t'as envie d'y retourner, de dire bon vas-y, je vais changer, je vais tenter d'autres choses. Et en vrai, après faut que je tente avec les autres personnages et que je rejoue, ce que j'ai fait qu'une partie, mais je pense que c'est le type de jeu en vrai où je m'amuserais vraiment beaucoup. En fait, c'est ce que j'allais te dire, c'est effectivement quand tu dis je sais pas à la fin, et moi j'ai vu plein de gens effectivement se dire ah je sais pas, ce qui est légitime, hein, on peut pas plaire à tout le monde, mais souvent c'était je sais pas, ah vas-y viens on en refait une. Et en fait c'est tout gagné. Pour un jeu c'est tout gagné, ça. Le viens on en refait une. Et je pense que Tacteam il permet ça, parce qu'effectivement c'est des parties, quand tu connais le jeu, qui peuvent durer 15 minutes, quoi. Enfin, vraiment. Alors, il y a des parties, des fois, qui s'éternisent parce que les deux s'annihilent, je bloque tes attaques, machin, mais de toute façon, le jeu monte en puissance, et donc, à un moment donné, ça explose. Il y en a un moment donné qui se prend une grosse patate et c'est terminé. Si ça dure trop, ça fait ça, quoi. Et donc, du coup, tu as ce truc c'est hyper explosif, c'est très rapide, et que tu gagnes ou que tu perds, tu as envie de remettre le couvert, soit pour essayer avec d'autres personnages, soit pour retenter avec eux et se dire attends, je vais tenter autrement, là j'ai mieux compris cette carte là, je vais essayer de plus la jouer comme ça, etc., quoi. Et effectivement il y a notamment sur les je sais pas qui c'est que t'as joué toi sur ta partie, mais il y a des personnages de base, là il y avait je sais plus comment il s'appelle, il y avait un ancien un peu oui voilà, il y avait un perso bleu et un loup. Le moine et le viking t'as joué. C'est ça. C'est les deux plus techniques en fait. Enfin, de la paire des deux paires qui étaient disponibles, celles-ci sont très techniques. Le moine, il est très technique puisqu'il va jouer sur la possibilité de donner sa force à son allié, et donc il faut réussir à bien timer ces choses-là pour avoir un allié qui devient hyper fort grâce au moine. Et le viking, il est très compliqué parce qu'il a très peu de vie, donc il faut réussir à le défendre d'une manière ou une autre avec son allié ou avec lui-même, pour qu'il esquive les coups et qu'il se transforme en ours, et que là il déchaîne la fureur, quoi. Donc c'est pas les plus simples à jouer. Et du coup ça je le fais pas dans les autres, mais j'ai vu que toi sur Twitch t'aimais bien faire ça et ça me fait rire. Et on va faire un petit truc du coup. Quels sont pour toi ton top de tes 5 jeux à toi et ton flop de tes 5 jeux à toi? Ah c'est 5, chaud. attends, 3, 5 c'est dur. Allez 3. Non mais j'aime bien, je vais dire, puis peut-être j'arriverai à 5, mais dans les jeux que j'aime bien, j'aime beaucoup, je l'ai déjà beaucoup dit, mais j'aime bien Connect Team, qui est sorti chez Greux Game, qui n'a pas eu, je crois, le succès qu'il méritait, enfin en tout cas selon moi. C'est un jeu qui est un jeu d'association d'idées hyper épuré, et qui est sorti
peut-être un poil trop tard où il y avait déjà 2-3 jeux d'association d'idées qui sont sortis. En gros, il est sorti entre Mots Malin, Association d'idées, le jeu avec les dés là, et quelques autres. Et il est passé un peu inaperçu. Je pense que le graphisme n'a pas aidé non plus. La couverture n'est pas super belle, selon ce que les gens disent, j'ai l'impression. Et du coup, il est passé un peu à la trappe, mais je le trouve vraiment hyper cool et dans les purs que j'aime bien, en fait. C'est très, très pur, quoi. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais tu me demandes la question, tu me poses la question dans un an, c'est pas les mêmes. Hein, mais Ouais, bah c'est sûr. j'aime beaucoup Carapace aussi, qui est un jeu pour enfants qui est sorti chez Gigamit il y a pas très longtemps, qui est une sorte de tout petit Mario Kart pour enfants, en fait. Et je l'aime beaucoup parce que il joue en 10-15 minutes, il y a plein de rebondissements et c'est fun entre adultes, en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est fun entre adultes et j'en ai parlé à notamment Maxime de Philibert qui trouve aussi que ça marche super bien. C'est un petit Mario Kart en 15 minutes qui est censé être fait pour les enfants mais qui marche très bien avec les adultes aussi, donc ça j'aime beaucoup. De toute façon, les meilleurs jeux d'enfants, parce que pour moi c'est l'exercice, j'ai l'impression en tant qu'auteur, le plus difficile de faire des jeux d'enfants. Ouais. Pour moi, les meilleurs jeux d'enfants, c'est quand tu joues même avec des adultes, ça fonctionne et tu dis pas ok, il n'y a pas de problème, c'est juste le jeu fonctionne. Ouais, je pense aussi, mais après, après il y a des adultes qui aiment aucun jeu d'enfant, donc c'est compliqué aussi. Ça, après, c'est encore une autre discussion. Oui, mais et donc il y a celui-là, je pense que je mettrais. Je pense que je mettrais aussi Trek 12 Amazonie parce que c'est le Trek 12 digéré. Et où on s'est complètement lâché en fait. Trek 12 Himalaya, il est très cool, mais Trek 12 Amazonie, il existe parce que Trek 12 Himalaya a existé, donc du coup on a vu ce qu'on pouvait faire et on a fait encore plus, quoi. Il y a vraiment des choses, il y a peu de gens qui y ont joué parce que il a un peu floppé après Trek 12 Himalaya, ça s'est un peu écroulé post-Covid et tout, mais il y a des choses cachées dans le jeu, il y a des... Enfin, je peux pas tout dire parce que voilà, il y a des gens qui l'ont pas fait et qui aimeraient peut-être le faire, mais il y a des surprises, ça va de surprise en surprise ce jeu en fait. C'est vraiment, il y a certains trucs, c'est ce que j'attends d'un jeu Legacy qui me dit oh va y avoir des surprises. Là il y a des fois il y a des trucs qui se passent, tu fais ah trop bien il y a ça et tout etc. Et les petites énigmes à trouver et tout. Enfin c'est vraiment un jeu assez fou en vrai. Donc celui-là ouais. Et le dernier je pense ce serait Mia London. Qui est un jeu que j'ai fait avec Antoine Boza, qui est sorti chez le Scorpion Masqué, qui est un jeu pour enfants. Et qui a été nommé au Kinderspiel, donc le jeu de l'année enfant en Allemagne, qui n'a pas gagné, mais qui était nommé parmi les 3. Il y avait Dragomino à la même époque, donc pas de chance. Mais voilà, ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Pareil, et c'est marrant parce que c'est des jeux, je pense, j'ai une affection pour ces jeux-là parce que je les trouve bien et ils n'ont pas eu le succès qu'ils auraient mérité selon moi. À part Carapace, qui est sorti il y a trop peu de temps pour dire qui arriverait, mais Trek 12 Amazonie, c'est pas très bien vendu, alors que je trouve qu'il est meilleur qu'Himalaya. Connect Team a fait un petit four et je l'aime beaucoup. Mia London, il s'est pas vendu autant qu'on aurait imaginé aussi. Donc ouais, je pense que ça me donne un petit affect sur ces jeux-là aussi, parce que j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin, quoi, pour le coup. Et des jeux que j'aime pas, c'est pas que j'aime pas, mais t'aimes pas, oui, mais tu dis ouais, en vrai ils sont sortis, mais je veux pas dire c'est un flop, mais tu dis où je me suis dit j'aurais pu aller plus loin peut-être, ouais. Où j'ai été un peu flemmard, j'ai envie de le cacher, ou mais je en fait, sais pas des quoi. jeux pour lesquels j'ai de l'affection aussi, hein, de toute façon, mais il y a sûrement Glisse Glace qu'on a fait avec Théo Rivière et Ludovic Maublanc, qu'on a sorti chez Djeco, qui est un jeu de pichenette avec des pingouins, qui est super mignon, mais qui part d'une idée qu'on a eue à 1h du matin, et on a bossé de 1h à 3h du matin là-dessus, et j'exagère en disant que c'est tout, mais pas loin, quand même. On n'a pas beaucoup plus bossé que ça. On a refait du taf un peu dessus, mais en vrai, c'est un jeu de 5-6 heures, quoi. Enfin, j'exagère, mais vraiment, on aurait pu pousser un peu plus le truc, quoi. En faire un poil plus, ouais, pour peut-être gommer certaines choses et tout. Donc ouais, il y a peut-être celui-là que je dirais. Qu'est-ce que... J'essaye de voir aussi, parce que je les ai pas tous en tête, mais ouais, il y a un jeu que j'aime moins, où je suis moins fan aussi. Pareil, c'est chez Djeco, malheureusement pour eux, mais qui s'appelle Magic Hat, que j'ai fait avec Jonathan Favre-Godal. Les gens l'ont pas vu passer globalement, mais je trouve que c'est un peu flemmard. C'est un jeu
dérivé du Bonto. Je sais pas si tu vois, tu sais, c'est le jeu d'argent. Ouais, les trucs qu'on voit souvent à Paris. Ouais, c'est ça, ouais. Où, du coup, là, effectivement, on a des petits chapeaux avec des animaux cachés parce qu'on est un magicien et on les voit au début et puis on va les déplacer petit à petit comme ça. Il va falloir trouver où tel et tel animal est, etc. C'est mignon. Djeko a fait un super travail sur le matériel. Je trouve que c'est un peu flemmard. Un poil flemmard. On aurait pu en faire un peu plus. Mais c'est ces deux-là. Après, il y en a sûrement d'autres hein, que j'ai pas en tête là, mais je pourrais citer ces deux-là. Ok. Bon bah très cool, il y en a qui me reviennent, je te dirai. Bah du coup on va passer à la deuxième partie qui est du coup je vais te poser des questions, il faudra que tu me donnes du coup un jeu qui correspond un peu à cette question. La première question c'est quel est ton premier lancer, c'est-à-dire quels sont les premiers jeux qui t'ont un peu fait rentrer dans on va dire dans la passion du jeu de société, même si tu me l'as dit un peu tout à l'heure. Ouais, mais j'ai deux trucs en tête, c'est en 2 étapes, je pense. Je me prends effectivement ma première claque sur Call of Cthulhu 2 joueurs. Je précise parce que ça n'a rien à voir avec le Call of Cthulhu de base. C'est vraiment différent. Pour moi, c'est un jeu complètement différent. Ouais, c'est complètement différent. Donc, Call of Cthulhu 2 joueurs, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est pas Rainer Knizia, mais pas sûr. Que j'ai trouvé fabuleux. De toute façon, un jeu sur 2, c'est lui. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je me mouille pas trop. Mais je me dis, comme c'est Call of Cthulhu, ça doit être le même auteur que Clostover, mais bon, bref. Et donc, du coup, ça, j'adore. Après, j'ai aucune connaissance en jeu moderne quand ça arrive, mais franchement, ça me met une claque. Et dans un deuxième temps, j'ai joué à plein d'autres jeux entre-temps, et dans un deuxième temps arrive Ghost Stories. Et là, waouh, c'est un jeu coop. C'est assez rare, en fait. Enfin, je veux dire, un jeu coopératif, généralement, Pictionary, Tabou, Monopoly, La Bonne Paye, tout ça, c'est que des jeux compétitifs. Les jeux coopératifs, ça n'existe pas dans ma tête. Et là, je me prends un jeu coop où le jeu, il nous défonce la tronche, quoi. On voit comment on peut gagner, mais on gagne non, pas. le jeu, il dit non. Et ça, c'est en termes d'innovation, c'est à ce moment-là, c'est vraiment cool parce que ça veut dire les joueurs, on vous prend pas pour des crétins. Vous allez souffrir, en fait, mais quand vous allez réussir, ça va être dingue, en fait, dans votre tête. Vous allez vous dire, putain, enfin, je l'ai fait, quoi. Et effectivement, c'est ce que ça crée. Ghost Stories, la première fois que tu gagnes, tu fais, yes, trop bien, quoi. On a battu le jeu, merci, quoi. Maintenant, on essaye la version un peu plus compliquée, mais c'est une satisfaction assez forte, quoi. Et du coup, ça m'avait bien retourné quand j'ai découvert ça, ouais. D'accord. Et dans ta ludothèque, est-ce qu'il y a des jeux qui ont une importance particulière pour toi, sans forcément que ça soit des bons jeux, mais on va dire qui ont une histoire et que tu dis ces jeux-là, tu les aimes et on va dire que tu t'en débarrasseras jamais parce qu'ils ont cette histoire X ou Y. Ah, c'est rigolo parce que comme ça, faudrait que je vois ma ludothèque pour l'avoir en tête, mais justement, s'il faut que je vois ma ludothèque, je me dis que j'en ai aucun qui sort comme ça. Comme ça, je crois que j'ai pas grand jeu, pas de jeu comme ça. Parce que j'ai tendance à m'en débarrasser. Je sacralise pas les jeux. Donc si à un moment donné j'y joue plus, même si j'y ai beaucoup joué, ça me dérange pas soit de le donner, soit de le vendre. Mais j'ai pas. Alors si, je pourrais te dire Ghost Stories parce qu'effectivement à l'époque ça me met une grosse claque et j'ai toujours le jeu, mais je me vois tout à fait le vendre ou le donner parce qu'en fait j'y joue plus en fait. Donc bon. Donc ouais, non, je suis pas sûr que je pourrais te citer un truc qui est vraiment que j'ai sacralisé et que je garde comme un trophée dans ma ludothèque. Peut-être, allez si, je t'en dis un comme ça. Srouzi Edges, je pense, de Vladas Vatil, le gros jeu qui dure 4-5 heures. Ça, c'est un truc, quand j'y ai joué, c'était fabuleux. J'en ai pas fait d'énormes parties, mais chaque partie, je m'en souviens. Et malgré le fait que j'y joue plus du tout, je crois que j'ai gardé la boîte. Parce que déjà, j'arriverai pas à le vendre, personne ne veut ce jeu. C'est cool. En plus, maintenant, pour le coup, la version digitale, elle a fait quand même beaucoup de mal à ce jeu-là. Bah oui, c'est ça. Il y a la version digitale, il y a la version, je crois, de Yellow qui a été remaniée. Ouais. Donc ça n'a plus de sens de rejouer à cette ancienne version, mais pour le coup, effectivement, celle-là, je la garde. Et d'ailleurs, je fais un peu un parallèle avec le digital, par exemple, avec BGA. Est-ce que tu t'es déjà dit, est-ce que je sortirais pas qu'un jeu sur BGA et pas le sortir en physique ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Non, moi non,
parce que je suis quand même très très attaché, malgré le fait que je disais que j'aime beaucoup les jeux vidéo et tout. Quand je fais du jeu de société, je suis très attaché à l'objet en fait. Bah, au partage, oui, mais même si sur BGA avec du Discord, j'imagine qu'il y a des gens qui font ça. Moi, je joue pas trop sur BGA, mais surtout au tactile en fait. Avoir des cartes dans les mains, jeter des dés, ça fait partie du plaisir du jeu de Oui, c'est société. vrai En que ça fait. fait partie de l'expérience, je suis d'accord. Personnellement, je perds vraiment 50, 60, voire plus pour cent de plaisir à jouer sur BGA. Alors, je le fais des fois pour découvrir un jeu, parce qu'il y a des jeux qui s'y prêtent bien, des jeux comme Trek 12 par exemple, ça peut s'y prêter assez facilement, même Faraway pour le coup. Mais quand il s'agit de lancer un dé, de mélanger des cartes, de manipuler des cartes dans ma main, piocher, etc., c'est un plaisir aussi. Enfin, de Ça piocher fait une carte, partie de de dire attends là, l'expérience qui du vais jeu. avoir. Enfin, ouais, ça fait partie du plaisir. Donc j'ai tendance à pas penser BGA d'abord en fait. Et y a-t-il des jeux qui ont marqué du coup des étapes importantes dans ta vie? Bon, bah, du coup, il y a déjà les jeux que tu as cités, il y a peut-être aussi Faraway ou d'autres. Est-ce qu'il y a des étapes qui ont du coup des jeux qui ont marqué des étapes, que ce soit dans ta carrière ou dans ta vie ou non, pas plus que Ouais, il y ça? a. Alors, ça va faire. Mais il y a effectivement Ghost Stories qui crée ça. Il crée Waouh, on peut aller très loin, quoi. Enfin, une proposition folle. Il y a Seven Wonders, vraiment encore Antoine Boza, mais vraiment Seven Wonders, c'est quand ça arrive, tu fais qu'est-ce qui se passe, quoi. On peut jouer jusqu'à 7. Ça prend autant de temps que si on jouait à 3. Il y a les illustrations, elles sont fabuleuses. Ça me raconte une histoire malgré le fait que c'est très mécanique. Ouais, il y a plein de trucs qui sont assez impressionnants dans Seven Wonders à l'époque, même si ça a sûrement un peu vieilli. Donc ça, c'est un truc qui, à l'époque, a jalonné un peu le truc, à se dire, on peut faire ça. Et plus récemment, alors pour moi, personnellement, il y a Trek 12. Trek 12, c'est un de mes premiers jeux qui marche beaucoup. Alors, il y avait eu Draftosaurus avant, et encore, c'est peut-être même en même temps, je crois. Mais c'est différent. Draftosaurus, c'est avec notre entreprise Kaedama, avec les copains. Donc, je vis pas la même chose. Je vis ça moins personnellement. Trek 12, c'est ouais, une vraie rencontre avec Bruno Catala. C'est le premier jeu qu'on fait ensemble. En plus, on a un succès avec un petit éditeur. Lumberjack, c'est quand même pas un gros éditeur. Tu te dis pas, waouh, on va en vendre plein grâce à un gros éditeur. Non, c'est plutôt un petit éditeur à l'époque, toujours d'ailleurs. Ça reste un jeu roll and write, alors qu'il y avait déjà plein de jeux roll and write qui étaient sortis. Donc ouais, ça a jalonné un peu un truc en se disant, cool, on peut faire ce qu'on aime. Au-delà de ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire à l'époque, les roll and write, les gens disaient oh, encore un roll and write, quoi. Au plus, il y a des enveloppes, c'est un peu bizarre et tout, et ça marche. On peut être original, on peut proposer ce qu'on a envie de proposer et quand même toucher les joueurs, quoi. On n'est pas obligé de tout le temps suivre la mouvance et de se dire oh, c'est ça qu'il faut faire, donc on le fait. Donc ça, ouais, ça m'a ouvert un peu en me disant ok, je peux aussi faire ce que je veux à des moments et peut-être que ça plaira aux gens. Ce que je fais, ça peut plaire aux gens, quoi, sans que je me borne à ce qu'ils aiment, quoi. Ça, c'est un peu jalonné le truc. Et il y a sûrement, et ça m'a conforté dans l'idée que c'est ce que j'aimais, il y a The Mind. Quand je découvre The Mind, je me dis, oh, on peut faire un jeu avec des cartes de 1 à 100, et c'est pas forcément une réussite. Enfin, une réussite, je veux dire, un truc automatique. Oh, bah, je mets le 1 à côté du 2 et tout. C'est, selon moi, un banger absolu de sensations, en fait. De trucs qui m'ont créé des moments de jeu où on s'est regardé avec les joueurs, on a fait waouh, oh, putain, attends, on en est où? Après, The Mind, pour moi, c'est un des... Je sais pas comment expliquer. Moi, personnellement, j'ai du mal avec ce jeu, mais je reconnais que c'est un jeu, on va dire, c'est presque un jeu sans règles, entre guillemets. C'est que quand t'as les cartes, on t'explique vite fait, ah, t'as compris, tu sais ce que tu dois faire. Et en vrai, ça dépend des personnes avec qui tu es pour pouvoir réussir à faire le truc, pour pouvoir que ça fonctionne. Et après, mais je comprends pourquoi il a marché autant. Et en vrai, je me dis, l'auteur de ce jeu-là, c'est presque plus dur de faire ce jeu-là qui est hyper simple que de faire un jeu avec plus de choses, plus de trucs. 100% d'accord. En fait, 100% d'accord parce que The Mind, moi, ce que ça me crée pas un truc comme Ghost Stories où je me dis, waouh, c'est brillant ce jeu et tout, même si je le trouve brillant. Hein, mais effectivement, comme je te disais, il divise et on le sait. Moi, ce que je trouve très fort, c'est surtout ce que ça dit à un auteur de jeu. Ça dit, l'idée, elle peut être complètement claquée sur le papier. Hein, parce que quand j'ai lu les règles de The Mind, j'ai fait
comment ça peut marcher en fait. On a lu les règles, on a fait comment ça peut marcher. On a lancé la partie, on a adoré quoi en fait. Mais en lisant les règles, tu dis comment ça peut marcher. Et l'auteur, quand il a eu l'idée dans sa tête, il a dû se dire ça va jamais marcher en fait. Je fais pas de proto quoi. Enfin moi si j'ai cette idée dans la tête, et ça se trouve j'en ai eu des idées comme ça, parce qu'il y a des idées que j'ai eues où je me suis dit non je fais pas de proto, ça peut pas marcher en fait. J'aurais peut-être dû en fait, parce que ça se trouve pas à la The Mind, mais en vrai moi j'ai l'idée de The Mind, je vais pas au bout, c'est sûr, parce que je me dis que ça peut pas marcher en fait. Enfin c'est impossible que ça marche, les gens ils vont compter dans leur tête, donc ça aura aucun intérêt quoi. Et il y en a qui le font qui comptent dans leur tête, et des fois et c'est souvent ce qui fait que les gens ne trouvent pas d'intérêt, c'est qu'ils comptent dans leur tête et ils disent je le mets à ce moment-là, et du coup les autres ils ont qu'à compter comme moi, mais comme déjà on compte pas tous pareil. Et en plus, comme moi, je me prête au jeu, je compte pas. Ça crée ces moments-là qu'en fait, quand tu comptes pas, ça crée des moments de feeling où tu as l'impression que tu es connecté avec la personne. Quand tu poses ton 23, que le mec met le 24, qu'il y a le 25, le 26, et que tout s'enchaîne, tu fais waouh, les gars, qu'est-ce qu'on était dans le même espace-temps à un moment donné, là, c'est fou ce qui s'est passé en fait. Un cerveau pour 5. Ouais, c'est ça. Et donc croire en son idée, c'est ce que ça apprend, The Mind, en fait, à un auteur. Effectivement, en tant que joueur, tu peux aimer ou ne pas aimer. Un auteur de jeu, il comprend que toutes les idées sont bonnes à tester, quoi. Même les plus débiles, quoi. Il faut y aller si c'est possible, faut tester parce que ça peut créer un truc, en fait. En plus, aujourd'hui, tu joues plus en étant auteur ou ça t'arrive de jouer encore en étant joueur ? Non, c'est ce que je dis un peu souvent maintenant. C'est dur de jouer en tant que joueur. Les moments où je le fais, c'est quand je joue avec mes enfants ou avec des potes qui sont complètement déconnectés du monde du jeu. Mais si je joue avec des collègues du monde du jeu, on est horrible en fait. Enfin, on est chiant. Faut pas jouer avec nous quoi. Parce qu'on va tout décortiquer. Tu vois, c'est aussi un exercice pour nous. On aime bien aussi faire ça, donc on va un peu tout décortiquer. J'imagine, c'est comme regarder un film avec 3 cinéastes à côté de soi quoi. Ça doit être horrible. Voilà la couleur, oh là le plan, il est non, là ce qu'il a voulu dire. Enfin ouais, tais-toi, laisse-moi kiffer en fait. Laisse-moi juste profiter du moment. On perd un peu ça et du coup je pense qu'on perd un peu la passion. Moi j'ai un peu perdu la passion du jeu de société. Alors je m'amuse toujours à jouer et mais ça je me ton prends métier, encore des claques régulièrement sur des jeux, mais je sens que c'est plus comme avant quand même. Tu vois, quand je rentre chez moi, je préfère soit aller au ciné, soit allumer la console, soit lire. Plutôt que de sortir un jeu de société en fait. Oui, toute la journée tu penses jeu de société, tu joues souvent à tes protos, bien sûr, quand tu rentres tu dis est-ce que je vais encore travailler quoi. Ouais, bien sûr. Ça fait un peu ça, mais du coup ça fait que effectivement la passion elle s'étiole un petit peu, mais c'est normal quand ça devient un métier à temps plein, c'est logique qu'il y ait des choses qui bougent un peu là, comme ça. Du coup, ça va me faire un peu rebondir sur ma question, même si je pense que la réponse va être peut-être difficile, je sais pas. Mais du coup, quel jeu sors-tu le plus en ce moment ? En ce moment, on sort beaucoup. Alors, 2 jeux qu'on sort énormément, mais c'est parce que c'est post-Cannes. Je sais pas s'ils dureront dans le temps. Mais on sort beaucoup Leaders de chez Studio H, qui est un jeu à 2 joueurs, purement 2 joueurs, qui pourrait dire que ça ressemble un petit peu aux échecs, puisqu'il va falloir entourer le roi adverse avec 2 de ses personnages. Mais ce qui est cool, c'est que les personnages, ils font plein de choses différentes. Enfin, ils se déplacent tous d'une manière différente, en fait. Il y en a qui vont sauter par-dessus les personnages. Il y en a d'autres qui vont avancer de 2 cases. D'autres qui vont avancer quand l'adversaire avance, etc., etc. D'autres qui vont pouvoir grappiner le personnage adverse pour l'amener à soi ou aller vers lui. Enfin voilà, plein de choses différentes. Et donc, il faut avoir tout ça en tête pour essayer de protéger son roi au fur et à mesure. C'est une sorte de jeu d'échecs revisité par un auteur de jeu, en fait. Et c'est très chouette, je trouve ça très chouette. J'adore ce jeu aussi. Si on aime le style, ouais, c'est vraiment chouette. Et je sors beaucoup, mais ça, c'est les copains. Mais c'est pas parce que c'est les copains, c'est parce que c'est un bon jeu. Je sors beaucoup Zenith aussi en ce moment, encore un jeu de joueurs. C'est la config qu'on fait le plus. Je joue beaucoup avec mon fils, en fait. Que je trouve vraiment cool parce que il mélange stratégie et un petit peu d'aléa. Et j'aime bien, en fait, quand dans la stratégie, il y a de l'aléa. J'aime pas quand on peut tout calculer, en fait. Quand tout est visible, tout est calculable, je m'amuse moins. Moi, j'aime bien l'épique qu'amène l'aléatoire. Pas le hasard, hein, l'aléatoire que tu décides, toi, d'aller chercher. Oui. C'est-à-dire, si tu sais que ça, il y a 10 cartes et il y en a une qui est super forte et que tu y vas, tu as pris le risque. Tu sais que 9 fois sur 10, tu vas pas l'avoir, ta carte. Donc, on peut pas parler de chance.
c'est toi qui y allais. Sinon, il fallait faire un truc plus sûr. Si le jeu il te permet de faire des trucs plus sûrs et que tu es plus à l'aise avec des choses plus sûres, bah, tu aurais pu aller là-dedans. Et Zenith, ça permet ça. Ça permet des fois de tenter des jolis coups, des fois de s'assurer, de se dire, bah attends, je vais plutôt faire ça, c'est plus safe. Et j'aime beaucoup ce que ça propose. Ouais, c'est un très bon design. Ils ont vraiment amené au bout l'idée des auteurs. Auteurs et éditeurs ont travaillé bien main dans la main. Tu vois que ça a été un travail de longue haleine, ce jeu. Et en plus, je le sais parce que j'étais à côté d'eux, la plupart du temps, quoi. Et ouais, ça m'a pas dégoûté en plus de voir le jeu. Parce que généralement, quand on joue à un prototype et tout, quand il sort, bon, on a fait un peu le tour, quoi. Mais non, j'ai tendance à y revenir assez souvent. C'est un chouette jeu. Ok. Et est-ce que du coup il y a une nouveauté que tu attends, je vais pas dire particulièrement parce que souvent les jeux, comme tu es dans le monde du jeu, les jeux qui sortent, il y en a quand même déjà pas mal que tu as déjà un peu vu avant. Mais est-ce qu'il y a une nouveauté tu dis ce jeu-là quand il va sortir, il va faire du bruit, je pense. Ouais, alors. Putain, je suis pas le meilleur client pour ça. Déjà, je suis pas beaucoup les sorties, donc je sais pas trop ce qui va sortir en vrai. Donc ça c'est horrible, il faut pas faire ça, il faut se tenir au courant. Mais j'avoue que je sais pas trop. Malgré tout, je joue quand même avec mon métier. On a des fois la possibilité de jouer à des jeux qui sont pas encore sortis parce que les éditeurs nous le montrent et tout. Il y en a un qu'on m'a montré mais que j'ai pas joué et que je suis très curieux de jouer. Je crois que le titre c'est Miam et ça devrait sortir chez Kif Édition. C'est un jeu de Jules Messot. Et on me l'a vendu comme un jeu qui ressemblerait un petit peu à Balatro, je crois. C'est comme ça qu'on me l'a dit. Ou en tout cas, ça m'a intrigué dans le concept. Et en plus, j'ai vu des images et je trouve la DA très chouette. C'est Ben Renaud qui a travaillé sur Présage aussi, qui travaille du coup aussi sur Miam dans un tout autre style. Mais j'aime beaucoup, c'est très coloré, très funky en fait. Et je suis assez curieux d'y jouer. C'est des copains en plus chez Kif Édition, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Et je pense que j'attendrai que le jeu sorte pour y jouer. Comme ça, je jouerai sur le vrai matériel et tout. Donc ouais, ça, je suis curieux, Miam, de l'essayer. Ok, bon bah très très cool. Du coup, on va passer à la dernière partie, qui est un petit jeu. Du coup, tu arrives sur une île déserte, qui est pas si déserte que ça. On va dire c'est un peu comme Lost. Ouais, ok, il y a du monde. On peut jouer avec du monde. C'est Lost, mais dans on va dire quand ils ont commencé à dire qu'ils savaient plus trop quoi faire et ils ont mis plein de monde sur l'île, ils ont dit il y a plein de tout seul. Donc si tu dois ramener 5 jeux, quel jeu tu choisirais? Cette question. Alors si, bon, déjà. C'est pas forcément tes jeux préférés ou les meilleurs, mais dans cette situation, tu prendrais quel jeu? J'amène Dune Imperium parce que c'est mon jeu préféré et que voilà, je vais le trouver. Imperium Uprising ou le. Ouais, Uprising, allez. Uprising. Je dis Imperium parce que s'il y a des gens sur l'île qui n'ont pas joué, c'est bien de commencer avec Imperium, mais prenons Uprising. Je trouverais bien 3 personnes pour jouer au moins une partie par jour. Ça va être cool. Dune Imperium, il est là, il est présent. Après, je pense que effectivement, si sur une île on est beaucoup, c'est cool d'avoir 2, 3, un ou deux parce que la liste est courte, 1 ou 2 party game. Et je crois que j'aurais tendance à prendre un petit compatibility chez Cocktail Game parce que ça peut être cool pour déjà apprendre à se connaître. Et une fois qu'on se connaît, ça peut être cool de voir si on peut faire des scores un peu foufou. Donc ouais, compatibility, je pense. Après, ça serait cool d'avoir un jeu coopératif. Et ça c'est un creux dans le monde du jeu. Il n'y a pas tant de jeux coopératifs accessibles familiaux. C'est souvent des jeux soit hyper experts, soit des trucs party game. En fait, des Ghost Stories light, ça n'existe pas tant que ça, en fait. Je réfléchis. Moi, j'ai pas de... J'en ai un qui est très famille. Mon fils, il adore en plus. Zombie Kids. Ah oui, Zombie Kids, ouais, effectivement. Mais tu vois, je le catégorisais plus enfant. Et effectivement, je l'amènerais pas sur une île déserte parce qu'il est périssable, en fait. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux plus jouer, mais c'était très cool, ouais, pour le coup. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Non, mais je l'amènerais peut-être Ghost Stories, ouais. Ne serait-ce que pour effectivement avoir un jeu challenge.
C'est un jeu où on se dit, bon, bah là, on l'a battu en facile, maintenant on le bat en hard, maintenant en super hard, etc. Et d'avoir ce petit, pour pas devenir fou sur l'île déserte, ce petit challenge chaque jour à se dire, allez, on se fait notre partie, on essaye de gagner comme ça, comme ci et tout, pour souder l'équipe. Tu vois, si on doit, à un moment donné, construire un bateau pour se partir, il faut qu'on s'aime tous et qu'on se soude dans l'adversité. Sinon, on est sur l'île, mais bon, au moins. Oui. Donc là, on en est à 3. Je pense que j'aimerais bien un petit jeu de dés. J'aime beaucoup les jeux de dés. Il faut qu'il y ait un jeu de dés tout le temps autour de moi. Il faut qu'il y en ait un. Et je pense que je prendrais pour allier dés et party game Strike. Je sais pas si tu as déjà joué à Strike. Non, ça me dit rien, celui-là. Tu vois un peu à quoi ça ressemble? Pas du tout. Ouais, c'est un jeu où, en fait, où tu joues dans la boîte. Tu as une arène. C'est la boîte. En fait, elle est en forme d'arène. Et c'est tout bête. On a je crois 6 ou 7 dés chacun. Et en fait, à ton tour, tu vas lancer un dé dans l'arène et tu vas récupérer tous les dés qui ont la même valeur. Donc, toutes les paires ou les triples ou les quadruples. Donc, par exemple, si tu as 2 dés au centre de l'arène et que tu jettes ton dé, tu peux essayer de taper les dés qu'il y a dans l'arène pour leur changer de face. Par exemple, tu as un 3 et un 4 au centre. Tu vas les taper dans l'arène et imagine, tu les tapes, ça se retourne, il y a un 2 et celui que tu as lancé, c'est un 3. Bah, tu vas récupérer les 2 2. Et le but, c'est de ne jamais perdre tous tes dés, en fait. Parce que quand tu lances un dé, s'il n'y a aucune face en double ou en triple, tu dois relancer encore un dé, etc., jusqu'à ce que tu prennes des dés. Et ça, c'est tout bête. C'est hyper aléatoire. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te prends au jeu à essayer de taper ce dé-là pour qu'il change avec un autre dé. Enfin, voilà. Et quand tu as... Il y a un esprit un peu pétanque de dés, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un truc tout bête avec vraiment pas de règles, mais qui crée un truc autour de la table qui est vraiment chouette. Et encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'aléa en plus dans le dé. Je trouve que ça crée de l'épique en fait. Ce moment où tu balances ton dé et que d'un coup ça casse les autres dés et que d'un coup il dégage et qu'ils retombent tous sur 6, bah en fait c'est fabuleux quoi. Bah, t'es obligé de sauter de joie en fait. Enfin, ça crée ce moment complètement dingue c'est du pur hasard, mais c'est complètement fou en fait. Et donc ça, ouais, je pense qu'il y aurait celui-là. Et un dernier, ça c'est intemporel, mais j'aimerais changer quand même. Mais j'aimerais bien un jeu où tu fais un peu ton truc devant toi, tu sais, style Seven Wonders, Far Away, tout ça, tu vois. J'aimerais bien trouver un jeu comme ça en tête. Je pense que je prendrais, parce que j'y ai jamais joué, et que j'aimerais bien le découvrir, je prendrais Château Combo. Okay. Qui a un peu ce truc-là où tu fais ton truc dans ton coin, tu combattes un peu. Ouais, t'es satisfait de ton machin, personne t'a trop embêté. Les illustrations sont super cool en plus de Château Combo, donc je pense que je prendrais celui-là, ouais. Ouais, non, ça fait un joli truc. Je languis, c'est quand qu'on va sur cette île? Il faut que je parle à... Faut qu'on prenne l'avion. C'est ça. Déjà, et qu'on s'écrase. Après, on peut y aller en bateau ou à la nage. Ouais, c'est vrai, je suis très mauvais nageur, donc on n'ira pas très loin. Bah, moi aussi. Bah, surtout jusqu'à une île, je pense qu'on sera mort avant d'arriver. Mais... Bon, bah c'est cool. Si j'ai une dernière question. Vas-y. À quel moment tu t'es dit, je vais faire une chaîne Twitch? À quel moment vous vous êtes dit... Non, mais ça, c'est... En fait, je regarde des fois, ça fait... En vrai, je connaissais pas, ça fait pas longtemps, je suis tombé... peut-être tu m'as vu passer 2-3 fois sur la chaîne Twitch. T'as quoi comme pseudo? Premier lancé. Ah oui, t'as premier lancé? Ah oui, bah oui, j'ai déjà vu alors. Mais j'avais pas fait le lien avec l'émission. Mais je trouve que c'est fun de voir un peu le quotidien d'auteur, je trouve ça fun. En fait, alors déjà, en fait, c'est ce truc qu'a voulu Antoine de créer un atelier où des auteurs peuvent venir et travailler et tout. Ça a créé des amitiés, en fait, forcément, dès qu'on avait déjà avant l'atelier et des nouvelles. Et ça crée des envies et des trucs qu'on peut faire à plusieurs, tu vois, comme une impulsion. Chacun tout seul aurait jamais fait ça, mais avec l'avènement de Twitch et le moment où tu as Pénélope Gaming, Marie gère des jeux, Barricadé, etc., qui commencent à créer des choses sur Twitch, on se dit c'est marrant en fait. Et c'est marrant, Théo Rivière aussi, qui en faisait beaucoup, c'est marrant. Et nous, on a envie de partager parce qu'on sait que les gens sont friands de ça et qu'en vrai, il n'y a pas de secret en fait. On aime beaucoup partager notre travail et les coulisses, entre guillemets, comment ça marche. Et on s'est rendu compte, parce que nous, on se disait, les gens, ils savent, en fait. En fait, non, les gens, ils savent pas. C'est pas acquis, c'est pas inné de savoir comment fonctionne le travail d'auteur de jeu. Donc, on s'est dit, ça pourrait être marrant
Bon, de monter. après, vous faites 25% du travail d'auteur de jeu et 75% de rigolade. Mais... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et pour le coup, on s'est dit, bah, la chaîne Twitch, c'est la meilleure manière de. On l'a pas formulé comme ça, mais je pense que c'est comme ça que c'est venu. C'est la meilleure manière d'être directement en contact avec les joueurs. Il y a ça et les salons. Mais les salons, il faut se déplacer, c'est pas tous les jours et tout. Donc, la chaîne Twitch, on peut le faire un peu tout le temps. Et en plus, bah, on aime bien parler. Enfin, tu vois, on se prête assez facilement au jeu des interviews et tout. On aime bien partager notre passion, parler de ce qu'on fait, de pourquoi on l'a fait, etc. Et donc, du coup, la chaîne Twitch, ça permettait de faire ça. Et ça permettait en plus de déconner et de faire d'autres choses. Parce que je sais pas si tu as vu, mais on parle pas que de jeux. Il y a même, la plupart du temps, on parle pas de jeux, en fait. C'est juste on déconne avec des gens sur un chat. Et des fois, on parle de trucs intéressants qui intéressent, mais des fois, on divague complètement et on déconne avec le chat parce que Puis ça permet peut-être aussi dans votre semaine ou dans votre un moment oui, un peu différent, quoi. C'est ça, c'est un moment. En plus, ça nous crée effectivement une cassure dans le quotidien, ouais, clairement. Pour le coup, c'est chouette. Et ça permet aussi, bah, comme on aime bien. On est des auteurs de jeux, donc on aime bien créer des jeux, mais pas forcément que des jeux de société. Bah, des fois, on crée des concepts. C'est aussi des jeux, créer des concepts. Et on crée des concepts. Je sais pas si tu as vu, mais la dernière fois, on a fait un truc qui s'appelle Coup Critique, où on lit des critiques négatives. Ah, j'ai vu avec Antoine. Ça m'a fait très rire. On lit des critiques négatives sur nos jeux et on doit deviner quel est notre jeu qui a été négativement critiqué à chaque fois, quoi. Et donc ça, c'est rigolo parce que déjà, on prend les trucs en dérision pour désamorcer un petit peu ces trucs-là qui existent beaucoup dans le travail artistique. La vision qu'ont les autres de votre travail, ça peut des fois t'arriver en pleine gueule et être compliqué à gérer, en fait, parce que des gens qui disent ce que tu fais, c'est de la merde, c'est compliqué. Oui, il faut savoir avoir la force d'assumer, de prendre les critiques, quoi. Alors, soit ça, soit l'écarter complètement en se disant cette personne, je la connais pas, je sais pas ce qu'elle trouve bien, ce qu'elle trouve pas bien dans la vie. Donc son avis, pour moi, il est pas pertinent. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un me dit ce jeu-là, je l'ai détesté, peut-être que le mec il déteste tous les trucs que moi j'adore, donc c'est normal qu'il déteste le jeu que je fais, en fait. En vrai, il y a rien, donc, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Les critiques les plus importantes, c'est les critiques de gens que tu connais et donc tu sais d'où ils parlent, en fait, et tu connais leurs envies, ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment pas, tu connais tu connais leurs propos, en fait. Avoir une critique d'une personne que tu connais pas du tout, en vrai, ça c'est pas très constructif pour toi, quoi. Sauf qu'elle soit négative ou positive, en soi, c'est juste ok. Mais oui, qu'elle soit positive ou négative. Enfin, moi, des gens qui me disent, je suis tout le temps heureux qu'on me dise, trop bien, j'adore ce jeu. Mais bon, peut-être qu'il adore que des jeux nuls, je sais pas, tu vois. Enfin, ouais. Et du coup, je suis content qu'il adore mon jeu, mais ça veut pas dire que c'est un jeu bon. Et du coup, si on se dit ça, on peut se dire ça des critiques négatives aussi, en fait. Donc bon, voilà, après, on deal tous avec ça, mais effectivement, c'est pour aussi montrer qu'on peut prendre un certain recul là-dessus. De toute façon, il faut, parce que en soi, c'est un peu comme le commentaire YouTube, quoi. Si tous les commentaires te touchent en faisant ce métier-là, ça peut être compliqué, quoi. C'est ça, tu t'en sors plus. Et puis en plus, comme tu as la barrière de l'écran, les gens ils se permettent de dire des choses plus facilement, de manière beaucoup plus forte et plus négative. La personne, tu l'as en face, elle exprimerait pas ça de cette manière, en fait, c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà, on essaie de faire plein de trucs. Et nous, on est contents si ça plaît aux gens. Mais on le fait, en fait, on a tendance à le dire souvent sur Twitch, on le fait presque pour nous, en fait. Oui, et c'est pour le fun. Si les gens viennent et s'amusent. C'est pour s'amuser, quoi. Oui, c'est ça, clairement. Il n'y a aucune velléité de développer cette chaîne en termes financiers. C'est pas notre métier, en fait. Oui, de toute façon, même s'il y avait une velléité... Oui. C'est hyper compliqué, déjà, parce qu'il faut être... pro au niveau matériel, en fait, et effectivement ça a un coût, il faut avoir une expérience aussi, et faut être hyper fréquent et avec un contenu hyper attractif, quoi. Et ça, nous on le calcule pas, en fait, donc ok, très cool. En tout cas, merci pour ce moment passé avec nous. C'était très très cool. Si t'as du coup un mot de la fin. Non, j'étais très content de faire cette émission. C'était très chouette. C'était marrant de parler les angles que
que tu as utilisé et tout était assez chouette. Ça a changé des interviews classiques. Donc, non, j'étais très content de faire ça. C'était très cool. Oh yeah.